Tu déboucles ta ceinture de sécurité et tu te lèves, te dégourdissant les jambes pendant un long vol. Tu te diriges vers les toilettes et songes à te rafraîchir. Soudain, tu es projeté dans les airs. Les bagages volent autour de toi. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu es à 9000 mètres au-dessus du sol et tu pressens un atterrissage en catastrophe. Avant que tu n'aies le temps de réfléchir, tout devient noir. Début 2001, un énorme Boeing 747, transportant plus de 400 personnes, a décollé de l'aéroport international de Tokyo Haneda. Le vol s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude de 12 000 mètres et sa vitesse de croisière. Le service du repas était en cours et des passagers étaient debout, comme pour tout autre voyage. Un peu plus tôt dans la journée, un vol de la compagnie aérienne japonaise entre Busan, en Corée du Sud, et Tokyo, au Japon, avait commencé de la même façon. L'avion était plus petit, avec environ 250 personnes à bord. Il avait commencé à se stabiliser à environ 11 000 mètres. Ces deux avions étaient sur une trajectoire de vol similaire, à seulement 600 mètres de distance, et devaient se croiser au-dessus de l'île japonaise de Honshu. Ils étaient tous les deux proches de cette intersection lorsque le pilote du Boeing 747 a remarqué que son indicateur anti-collision s'était déclenché. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose clochait. L'un des aspects cruciaux des voyages aériens modernes est la coordination du contrôle du trafic aérien. Chaque vol est surveillé et les pilotes sont informés si quelque chose ne va pas. Tout l'intérêt du contrôle du trafic aérien est d'organiser les vols pour rendre les collisions impossibles. Chaque avion moderne est construit avec des moniteurs de collision, mais ils ne sont jamais censés être utilisés. Tandis que les indicateurs anti-collision clignotaient, le stagiaire de 26 ans, Hideki Ashitani, était assis derrière les radars de la tour de contrôle, surveillant les deux vols. Le stress de devoir superviser plus de 10 avions l'accablait. Ce n'était pas surprenant étant donné qu'il n'était même pas certifié pour opérer seul, sans supervision. Lorsqu'il a remarqué la collision potentielle, il s'est précipité pour éviter une catastrophe. Il a rapidement contacté le vol de Busan qui volait à 11 000 mètres et leur a dit de descendre plus bas, en essayant de créer un plus grand écart entre les avions. Mais dans sa précipitation, Ashitani a fait une terrible erreur. Il a contacté le mauvais avion. Au lieu de dire au Boeing 747 de réduire son altitude, le pilote de l'autre avion a suivi ses instructions et est descendu de 12 000 mètres à 11 000 mètres, soit exactement la même hauteur que le 747. Les deux avions filaient l'un vers l'autre à 800 km/h, sur une trajectoire de collision. Ashitani commençait à paniquer. Lorsqu'il a remarqué que le vol en provenance de Busan n'était pas descendu, il lui a rapidement ordonné de tourner à droite. Le pilote n'avait bien sûr pas suivi les instructions données car elles avaient été envoyées au mauvais avion. Pour une raison inconnue, l'instruction de tourner à droite n'est parvenue à personne cette fois-ci. Les communications du contrôle aérien étaient défaillantes et les pilotes n'avaient aucune idée de l'ampleur du danger qu'ils couraient. En voyant Ashitani paniquer derrière le panneau de contrôle, sa superviseuse s'est précipitée à son poste et a pris le contrôle de la situation. Elle a contacté le vol de Busan et lui a ordonné de monter. Mais étonnamment, elle a donné cet ordre à un vol qui n'était même pas en service ce jour-là. Les deux vols l'ont ignoré car ils ne savaient pas que le message leur était destiné. Le pilote du Boeing était au moins conscient qu'il y avait un autre avion à proximité. Mais sa confiance dans le contrôle du trafic aérien le réconfortait. Si quelque chose ne tournait pas rond, quelqu'un lui aurait sûrement envoyé des instructions. À ce stade, le crash commençait à sembler inévitable. Pour les passagers des vols, cependant, tout semblait normal. Ils étaient peut-être en train de manger un encas, de se dégourdir les jambes ou de faire la queue pour aller aux toilettes, ignorant complètement qu'ils étaient en train de foncer sur un autre avion. Heureusement pour les plus de 600 personnes impliquées, le pilote était bien entraîné et confiant dans une situation qui aurait figé la plupart de ses pairs. À travers son pare-brise, il a vu quelque chose qu'aucun pilote ne devrait jamais voir. Un autre avion se dirigeant directement vers lui. Grâce à un sang-froid et une réactivité remarquables, le pilote du Boeing a saisi la manette et l'a incliné aussi bas qu'il le pouvait pendant les secondes dont il disposait avant la collision. Le Boeing est passé directement sous l'autre avion. Imagine que tu es un pilote et que tu vois le sol devant toi au lieu du ciel. Ils s'en sont tous les deux sortis intacts. Cet homme a sauvé la vie de plus de 600 personnes.
Cela ne veut pas dire que tout le monde s'en est sorti sans une égratignure. Les passagers n'étaient absolument pas au courant de l'incident, si bien que peu d'entre eux étaient attachés. Ils étaient totalement impuissants, car le changement de direction les a projetés contre l'intérieur de l'avion. Avec le mouvement soudain de l'avion, beaucoup ont heurté le toit avec la force d'un accident de voiture. Tous les objets et personnes non sécurisées ont été projetés dans les airs. Certains ont même eu l'impression que l'avion venait de toucher le sol. Par miracle, seuls 7 passagers et 2 membres d'équipage ont été gravement blessés, et les autres n'ont subi que des blessures mineures. Le pilote a fait demi-tour vers Tokyo pour permettre à tous les blessés d'être soignés. Grâce à la réaction rapide des équipes médicales et à l'incroyable réactivité dont a fait preuve le pilote, tous les passagers du vol ont survécu. Chaque fois que tu voyages en avion, tu t'engages à traverser le ciel à des vitesses allant jusqu'à 800 km/h dans une coque métallique fragile. Tu es entouré d'énormes moteurs dangereux, à 10 ou 11 km au-dessus du sol. Il n'y aurait sûrement aucun moyen de survivre si l'avion lui-même commençait à tomber en panne, n'est-ce pas? L'amérissage de la baie d'Hudson montre que des pilotes compétents peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 devait se rendre de New York à la Caroline du Nord. Le pilote, Chesley Sullenberger, était un ancien pilote de planeur qui s'était reconverti dans les vols commerciaux dans les années 80. Le ciel était dégagé et les conditions étaient favorables. C'était un vol typique pour les 155 passagers à bord, jusqu'à ce que le pire se produise après seulement 1 minute et demie de vol. Alors que l'avion montait à 900 mètres, ils ont percuté une nuée de bernaches du Canada. Elles ont frappé tout l'avion, mais surtout, certaines se sont coincées dans les 2 moteurs. Lorsque Sullenberger a réalisé que les moteurs étaient en panne, il a contacté le contrôle aérien. Il lui a ordonné de se poser à l'aéroport le plus proche, mais il a réalisé que c'était impossible. Avec des moteurs défaillants et aucune piste dégagée pour atterrir, il a dû prendre le contrôle de la situation pour sauver la vie de toutes les personnes à bord. Sans le contrôle total de son avion, il n'était pas en mesure de fonctionner à l'altitude normale. Il a volé si bas qu'il est passé juste au-dessus du pont George Washington, à seulement 270 mètres. Les gens présents sur le pont à ce moment ont été terrifiés de voir l'avion si près, mais ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation à bord. Alors que l'avion volait à 225 km/h, Sullenberger a vu le fleuve Hudson devant lui et n'a pas eu d'autre choix que d'y amérir. Dans la tour de contrôle, tout le monde a été choqué d'entendre ce qu'il comptait faire, mais il n'y avait pas d'autre option. Atterrir sur une piste est une chose, mais les pilotes commerciaux ne sont pas formés pour amérir sur un fleuve. Sullenberger a dû faire le vide dans sa tête et planifier l'amérissage tout en perdant de l'altitude. Il s'est assuré de laisser la queue toucher l'eau avant le nez. Amérir avec le nez en premier aurait compromis davantage les moteurs et causé encore plus de dégâts. Étonnamment, l'avion a touché l'eau sans se briser. Sa vitesse a progressivement diminué jusqu'à ce qu'il atteigne un rythme lent et régulier sur la surface de l'eau. De loin, les gens auraient pu croire que ce n'était qu'un bateau qui se déplaçait lentement. Mais les passagers n'étaient pas encore tirés d'affaire. Le stress de l'amérissage avait provoqué l'ouverture d'une des portes à l'arrière de l'avion et avait endommagé le fuselage. Il a rapidement pris l'eau et les passagers se sont précipités vers les toboggans gonflables pour être évacués. Un ferry est arrivé à une vitesse impressionnante pour aller chercher les passagers en détresse, qui ont attendu sur les ailes et les toboggans gonflables. Tous ont été légèrement blessés par la collision avec l'eau, mais tous ont survécu. Le capitaine Sullenberger est entré dans l'histoire comme l'un des pilotes les plus remarquables de tous les temps, ayant sauvé tant de personnes d'une situation apparemment sans espoir. Un film a même été réalisé sur son héroïsme.